Alors comme je n'avais plus de temps sur la vidéo précédente, je vous mets ici le début de schéma bilan des chapitres 14 et 15 avec une diversification des êtres vivants qui peut avoir une origine génétique et dans ce cas-là nous avons différents mécanismes représentés en vert, des conséquences en rouge et au final une diversification du vivant ici de nouveaux individus ou de nouvelles espèces. Il nous reste maintenant à compléter cette partie avec donc en grand 2 la diversification sans modification génomique. La diversification par association d'organismes, il s'agit des symbioses avec l'exemple du TP22 concernant la nodosité. Vous avez ici dans votre livre des racines de plants de soja cultivées dans un champ normal et donc présentant des nodosités, c'est-à-dire des espèces de boursouflures de la racine remplies de bactéries, comme on le voit sur ce document-là, et les mêmes racines, mais dans un champ stérile, donc sans bactéries, il ne peut pas se développer de nodosité. Cette photographie ici, on a l'échelle de 1 micromètre qui correspond à 1 centimètre. On peut en déduire qu'on est à 10 puissance moins 6 pour 10 puissance moins 2, c'est-à-dire qu'on est à fois 10 000, c'est-à-dire un grossissement de microscopie électronique à transmission. Je vous rappelle que si cette image est en couleur, c'est qu'elle a été colorisée par ordinateur, par traitement informatique, puisque le microscope électronique donne toujours des images en noir et blanc. Ce document montre la radioactivité, sachant qu'on a marqué de manière radioactive le saccharose. On voit que dans le cytoplasme, on a une quantité de cytoplasme des cellules racinaires, on a une quantité de radioactivité et donc de saccharose qui diminue au cours du temps au profit des bactéries. Donc qu'est-ce qui se passe? Les bactéries sont alimentées par le végétal autotrophe. Donc la plante prélève du CO2 par les stomates de ses feuilles, revoir le début d'année. Elle fabrique des glucides grâce à la photosynthèse, d'où l'existence de saccharose qu'utilisent les bactéries. On voit qu'il y a une forte augmentation de croissance avec des nodules par rapport à des plantes sans nodules. La longueur totale des pousses est largement multipliée. La masse de la plante sèche, il n'y a rien à voir, c'est x20. Et la masse totale d'azote, il y a un prélèvement d'azote aussi qui est plus important. Il y a donc bénéfice réciproque puisque la plante va pouvoir grandir plus grâce notamment à l'apport d'azote supplémentaire et d'autre part, la bactérie, elle, profite des sucres fabriqués par la plante. C'est donc bien une symbiose avec utilisation de l'azote atmosphérique par la plante et croissance accélérée de la plante. Vous avez travaillé en TP sur le trèfle. La question qui était à poser, c'est comment identifier la présence de nodosité au niveau des racines de trèfle et mettre en évidence le bénéfice tiré par ce dernier. Ne pas oublier un des 2 points. Première étape, on observe au microscope une nodosité pour répondre à la première partie et on compare la croissance de plantes trèfle avec et sans nodosité. On s'attend à observer au microscope des bactéries dans les cellules de racines et on suppose une croissance plus forte de la plante avec des nodosités. Voici une photographie qui nous montre une cellule de nodosité avec plein de bactéries à l'intérieur qui ont ici été colorées au bleu de méthylène. Je suppose que c'est un grossissement x 400, mais ça ne nous est pas précisé dans le document de votre livre. L'étape 4 consistera à conclure. Nous avons donc observé la présence de nodosité à l'œil nu, puis identifié la présence des bactéries dans les cellules racinaires grâce à l'observation microscopique. On a un tableau avec les tailles des différentes parties, la hauteur des plantes et le poids de masse fraîche, et on mesure le taux d'accroissement
qui est de 57% et 88% respectivement. Donc on peut dire que le trèfle, une fabacée, tire profit de la symbiose avec les rhizobiomes, puisque sa hauteur est presque de 60% plus importante, et que la matière organique fabriquée est presque doublée, on est à fois 88%. Deuxième exemple qu'ont étudié les autres élèves, le lichen. Alors on a ici un lichen jaune qui fabrique une protéine jaune, et la question qu'il fallait se poser est comment montrer que l'association symbiotique d'une algue et d'un champignon permet une synthèse de pariétine protégeant le lichen des UV lors de la colonisation d'un milieu. Donc cette fois encore, bénéfice réciproque. L'algue profite au champignon, le champignon profite à l'algue. Pour cela, on se propose d'observer au microscope un fragment de lichen qui a été fortement éclairé et un autre mis à l'obscurité. Il faut bien penser à cette idée de comparaison. Sur lesquels on a mis de l'alcool, puisqu'on nous dit que la substance est soluble dans l'alcool. On s'attend à observer au microscope de la pariétine pour le fragment de lichen fortement éclairé et soit pas ou peu de pariétine pour le lichen mis à l'obscurité. Ici, nous avons de la pariétine extraite de lichen faiblement éclairé. Et ici, cette même pariétine, mais en très forte quantité, pour un lichen fortement éclairé. Ici, une photographie supplémentaire qui nous montre ce même lichen, mais en sous-bois, dans une situation ombragée. Et on voit que son thalle, c'est-à-dire sa surface, n'est plus jaune comme tout à l'heure, mais plus souvent gris à vert, puisqu'elle n'a pas besoin ici d'être protégée. On en déduit que cette synthèse se fait pour les végétaux qui ont besoin de cette protection en milieu surexposé, par exemple sur une falaise ou autre position fortement illuminée. Et en fait, c'est au niveau du cortex, l'association des algues vertes et des champignons dont on voit ici les filaments se recouvrent de ce qu'on appelle un cortex riche dans cette molécule de pariétine. L'étape 4, nous avons donc observé une quantité beaucoup plus forte de pariétine chez le lichen fortement éclairé. On en déduit que le lichen synthétise cette molécule en fonction des conditions d'éclairement du milieu. Terme précis, toujours. Ajout d'un document complémentaire que vous pourriez facilement produire dans votre TP. J'ai ajouté que dans la synthèse, c'est le champignon qui réalise cette synthèse, synthèse de substances licheniques, grâce à l'apport fait par l'algue de polyol et de vitamine B. Par contre, le champignon, lui, aide l'algue à assimiler l'eau, les sels minéraux et les vitamines C. Entrée de CO2 et de lumière, de CO2 par les stomates, de lumière par la surface du lichen et la partie constituée d'algues. L'eau et les sels minéraux sont apportés par le champignon qui a des filaments qui se ramifient de nombreuses fois sur le substrat, donc il peut prélever beaucoup plus d'eau que ne pourrait prélever l'algue, qui pourrait d'ailleurs pas la prélever, et donc fabrication de ces substances licheniques. La symbiose, c'est donc cette fois encore une association à bénéfice réciproque. Ce document de votre livre vous montre en microscopie électronique à balayage, puisque vous avez ici du relief MEB avec une image qui est toujours colorisée, le pourcentage de CO2 fixé dans la couche
avec des éléments verts et dans la couche avec des éléments beige. La couche avec des éléments verts, ce sont bien sûr les algues, et la couche avec des éléments beiges, ce sont les filaments mycéliens. On voit bien sûr que c'est l'algue qui s'approprie un maximum de CO2. Troisième exemple, une association corail-algue, donc entre un cnidaire et une zooxanthelle. Je ne détaille pas, à vous d'analyser, d'interpréter ces documents pour avoir une idée complémentaire. Et enfin, dernier exemple, l'association d'un champignon et du chêne, c'est la truffe qui est très convoitée par les gourmets. Vous avez ici la base d'un chêne et ses racines, et les filaments mycéliens qui se trouvent sous la surface, en contact avec les racines de l'arbre. On a la partie extérieure du champignon, la partie fructification reproductive, avec à sa base cette fameuse truffe qui nous intéresse tant dans notre alimentation, donc une truffe entière, une truffe coupée. On a ici des résultats expérimentaux. On a soit cultivé le champignon seul, soit avec des plantules de chêne. On constate ici que le champignon seul ne présente pas de fructification de 0 à 3 mois, donc pas de truffe formée, alors qu'avec des plantules, il y a 6,6 je dirais unités arbitraires, parce qu'il n'y a pas d'unités qui nous sont données. Donc a priori c'est peut-être 6,6 truffes, ou fructification, oui, nombre moyen de fructification, et donc de truffes. De 3 à 6 mois, on en a beaucoup plus, on en avait un tout petit peu si le champignon était seul. De 6 à 9 mois, on en a moins, et également de 9 à 12 mois, mais de toute façon, on est toujours fortement supérieur. Il y a un cycle qui s'établit à ce qui se passe avec le champignon seul, d'où la notion 73. La diversification et les comportements, avec deux exemples, ici les chants des oiseaux vus en TP, notamment ce pinson, qui a des chants différents suivant les conditions ici expérimentales. N'hésitez pas à noter vos observations, ce qui nous indique que le chant n'est pas inné ni propre à l'espèce, mais qu'il s'acquiert par apprentissage au contact des congénères. Et on le voit bien ici sur des espèces qui vivent dans des endroits différents de France et qui n'ont pas le même chant. Ce qui va être essentiel pour installer la population dans un territoire, puisque le pinson sera chassé s'il n'a pas le bon registre, s'il chante faux, entre guillemets. Deuxième exemple, l'apprentissage chez les primates. On a ici un parent qui réprimande fortement son petit. On peut penser qu'il a fait une erreur d'apprentissage. Il a peut-être mal utilisé un outil ou pas bien cherché sa nourriture, utilisé de manière inappropriée des techniques de chasse, ou manger une plante nocive, ou à l'inverse détruit une plante curative. Ce sont tous des apprentissages qui existent chez nous, mais qui existent aussi chez le chimpanzé. Ici, pour l'être humain, on a des cultures différentes selon les peuples, et on s'intéresse ici aux langues. On peut dire que l'acquisition de la langue, de l'écriture, la maîtrise d'outils sont différentes selon les régions de naissance, selon les besoins personnels et professionnels. Certains vont apprendre plusieurs langues dans la famille, être bilingue par exemple dès le départ. D'autres deviendront bilingues ou trilingues ou autres de manière professionnelle, suivant les besoins, d'où la notion 14. Et la conclusion, le schéma bilan de votre livre que je n'aime pas du tout, d'où le nôtre où l'on ajoute la partie de droite. Merci pour votre attention. Voici qui termine le chapitre 15.